Salut Aurélie. Salut. Eric. Salut Thierry. Pour mettre dans le contexte, je vais raconter une petite histoire. Je me souviens en août dernier, c'était août, hein, c'était début août, c'est ça à peu près, t'avoir eu au téléphone Eric. Oui, tout à fait. Sans vouloir rentrer dans votre intimité, la situation était assez tendue, assez difficile. Tout petit peu. Ouais. Chaotique presque. Ouais. Épuisement. Une situation que nombre de familles peuvent peut-être connaître. C'est-à-dire que vous avez une petite enfant, tiens, attends, je remets le micro. Une petite enfant qui s'appelle Zia, un petit bébé qui s'appelle Zia, qui a quel âge? Là, elle va avoir 9 mois à la fin du mois. Là. Donc elle avait 6 mois à l'époque. Un peu moins, ouais. Un peu moins de 6 mois, ouais. Et Zia ne faisait pas ses nuits. Zia, alors vas-y, explique. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est que Zia, quand elle avait 4 mois, elle a commencé à bien dormir. Moi, j'estimais qu'elle faisait ses nuits parce que c'était dernière tétée à 10 h et elle tétait après à 5 h du matin. Mais cet été, on s'est beaucoup déplacé et Zia dormait avec nous, mais sur un matelas à côté. Et cet été, on s'est retrouvés en proximité. C'est-à-dire qu'on était dans un van et on dormait. Et Zia dormait à côté de toi. Et alors là, ça a été l'enfer. Elle se réveillait toutes les heures. Elle se réveillait toutes les heures toutes pour les demander heures. à téter. Ouais. Et évidemment, on ne dormait pas la journée, était grognon, s'endormait d'épuisement et se réveillait en sursaut. Donc on est revenu des États-Unis. Moi, je me suis retrouvé à un moment donné à faire des randos à 1 h du matin avec Zia dans le dos pour l'endormir. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas ça va pas, quoi. Enfin, ça doit pas fonctionner comme ça, quoi. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Et mais ce qui nous a alerté, c'est surtout qu'elle allait pas bien. Oui. Vous n'alliez pas bien, mais surtout, elle n'allait pas bien. Elle ne faisait pas ses nuits. Ah oui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment avec les personnes qui font ce qu'on appelle le cododo. Avec des... Oui, là. Il y a des bruits autour. Il y a de la vie. Des personnes qui font ce qu'on appelle le cododo. C'est-à-dire dormir vraiment en proximité immédiate de l'enfant. Et à ce moment-là, on vous a envoyé un livre auquel on était très très sensibilisés, dont j'ai déjà parlé. Et tu peux dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc ce livre, ça s'appelle Au dodo les petits. Voilà. Alors moi au début, j'étais tellement fatiguée. Tu n'étais même pas là, toi, quand non, et puis de toute façon, je voulais même, j'étais partie me reposer chez mes parents et je voulais même pas en entendre parler du livre. Je voulais encore une méthode à la con. Ouais, on était mais en épuisement. Moi je dis c'est pas un bouquin ou c'est pas quelqu'un qui peut savoir ce qu'il faut faire. Enfin pour moi j'étais vraiment pas, pas du tout convaincue, quoi. D'accord. C'est Eric qui l'a imposé et qui a dit moi je m'en occupe. Alors en fait, tu nous as envoyé le livre, donc là, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Cette version n'existe plus. Le livre d'Anna Valgren qui s'appelle Au dodo les petits. Voilà. Je l'ai déjà mentionné dans ses vidéos et j'y tiens beaucoup parce que je l'ai vu vraiment résoudre des tas de situations pour les familles qui étaient dans la même situation. Et moi, je sais que tu me l'as envoyé la veille où Aurélie rentrait. D'accord. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu le soir, dans la journée qui a précédé. Et moi, je me suis fait une nuit blanche pour lire le bouquin. Et je me suis dit, là, vraiment, je l'ai pris comme une bouée, quoi. Parce que nous, non seulement ça fragilise le couple, mais après, ça vient fragiliser toute la famille. Parce que si tu veux, voilà. T'as plus de patience pour les autres enfants. Ouais, t'es à fleur de peau. Et puis le couple est malmené. Ça crée des tensions. Le moindre truc, ça pète. C'est un facteur de déstabilisation majeur, quoi, quand il n'y a pas de sommeil. Moi, j'ai lu ce bouquin dans la nuit. J'ai dit, on part là-dessus. C'était complètement nouveau pour moi. Je connais le cododo, je connais l'allaitement à la demande, etc. Je connais les limites de ça aussi personnellement. Oui, parce que ça a plutôt tendance, je sais que dans certains milieux, c'est pas très bien accepté parce que ça a tendance à battre en brèche toutes les techniques de cododo, allaitement à la demande. Et parce que quelque part, tu vas expliquer la méthode, mais ça ne va pas dans le sens de dormir avec l'enfant en permanence. C'est surtout que en fait, c'est des milieux où, à mon sens, on confond les désirs de l'enfant et les besoins de l'enfant. Ou la frustration, c'est un truc qu'on n'apprend pas. Alors moi, il faut m'expliquer comment on peut vivre sans frustration et comment on peut grandir sans frustration, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que même nous, on a des retours de maman qui disent « Oh là là, mais mon Dieu, ça veut dire que je le prends pas contre moi ». Ben non, il ne faut pas le prendre contre soi, quoi. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste cette méthode? Alors pour moi, schématiquement, actuellement, il y a des méthodes où on laisse pleurer les enfants. Qui sont les méthodes des 5, 10, 5 ou je sais plus quoi. On appelle la bonne vieille. Ah, c'est horrible. Voilà, moi, je l'ai fait avec ma plus grande, c'est horrible. Ah bon? Ah ouais, moi, Chloé, oui, moi, je l'ai testé avec la plus grande, c'était horrible. Hein. C'est horrible. Pour les mamans, c'est horrible. En avant de la bonne vieille méthode, c'est le petit coup de gnôle dans le biberon. Ouais. Oui, c'est les 3 chapeaux. J'ai un copain qui avait un livret de famille. Il était normand, il avait un livret de famille, donc il était né dans les années 70. Et il y avait bien marqué en début de livret qu'il n'était pas conseillé de trop donner régulièrement de la gnôle aux enfants pour les endormir. Donc ça, c'était la méthode 0-0. Ah, mais moi, Chloé, je savais plus quoi faire. Et j'ai des souvenirs d'être restée accrochée à mon matelas à regarder l'horloge et à faire les 5, les 10 et les 15 minutes. Ça marche, hein.
Mais l'enfant, après, au niveau sécurité, ça marche en termes d'endormissement, oui. Ça marche absolument pas en termes Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. La vieille méthode qui n'est pas la bonne vieille méthode, mais la vieille méthode. Voilà. Ouais. Et après, il y a à l'opposé, c'est le balancier, elle est complètement dans le côté 68 art ou collectif, et puis à dormir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu testé avec 2 de mes enfants et qui pour moi ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah ben moi j'en vois je vais pas attribuer tout à ça, mais je vois qu'il y a un problème de limite entre l'adulte et l'enfant. Il y a un problème pour moi ça vient vraiment fragiliser le couple fortement parce qu'il y a plus d'intimité. La vie de couple n'existe plus. Voilà, et pour moi il y a un problème tu vas répondre à un stress ou à une angoisse de l'enfant par de l'alimentation. Et pour moi ça crée... Oui, parce que le fait que l'enfant dorme avec la maman, ça veut dire qu'en permanence, il sent l'odeur du lait, et donc il demande à téter. Excité. Ouais. Il est excité, il demande à téter. Et répondre à une angoisse par un aliment, pour moi, ça crée des troubles Ça trouve une structuration psychique. Voilà, et puis tu as une relation aux aliments qui est pas saine, je trouve, après quoi. Donc, moi, je pensais pas qu'il y avait de choses intermédiaires, donc tu nous as donné ça. Moi, j'ai dit, je suis de façon presque militaire à la lettre ce qu'elle dit dedans, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, elle dit, le point central de la méthode, c'est il faut que l'enfant soit rassuré dans le lieu où il dort, en fait. Ça, dans son lit. Voilà, dans son lit. Non pas dans le lit des parents. Non. Exactement. Et puis le lit des parents n'est pas une solution parce qu'il n'est pas obligatoirement rassuré dans ce lit-là, il est simplement en contact permanent avec les parents. Non, parce qu'en plus, alors il y a aussi se poser la question, c'est que pourquoi il est aussi pas bien le bébé? C'est parce qu'il est dans un endroit qui n'est pas le sien en fait. D'accord. Donc il faut que l'enfant soit rassuré dans son lit. Et alors, je vais raconter notre histoire, un petit peu comment ça s'est passé. Donc Aurélie est rentrée, je lui dis, écoute, je me suis imprégné de ça, je le fais, on le fait. Est-ce que tu me fais confiance? Donc elle me dit, ok, on y va. Et donc on conseille même à ce que la maman dorme à l'extérieur quand le papa... Enfin, pour moi, c'est le papa qui doit mettre ça en place parce que c'est lui qui pose le cadre. Puis la plupart du temps, la mère, quand on arrive à... elle est là-haut, enfin, c'est clair. Donc que le père puisse prendre un peu le relais, c'est voilà, pas mal. Exactement. Et donc, moi, j'ai posé un matelas devant la porte de Zia pendant 2 nuits et j'ai dormi 2 nuits sur le palier pour aller la rassurer dans son lit. Dès qu'elle commençait à se réveiller, hop, t'étais là et tu la tenais. Les 2 premières nuits, c'est ça. En fait, il faut instaurer, il faut qu'elle se sente rassurée et en sécurité dans l'endroit où elle dort. Donc, si elle appelle, on va la rassurer. Si elle appelle, on va la rassurer. Et la première nuit, tu dors assez peu, quoi. J'ai assez peu dormi. La deuxième nuit, elle s'est réveillée 3-4 fois. Et la troisième nuit, c'était terminé. Elle a dormi de 8h à 8h. Plus 2 siestes. Et ça, c'est hallucinant. Enfin, elle dit, écoutez, prenez un papier, dites quels sont les horaires que vous souhaitez avoir pour votre enfant de sommeil. Et vous l'imposez. On l'impose. Après, on s'adapte s'il est plus du matin ou du soir. Mais dès la troisième nuit, et nous, c'était hallucinant parce qu'on a retrouvé nos soirées. Aurélie, on savait... Moi, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Mais vraiment, c'est un truc... après, donc, 3e matin, je me lève, je regarde Eric, je fais, faut absolument qu'on le réédite, quoi. Oui, mais vraiment. Effectivement, moi je voulais envoyer, je vous avais dit, il nous en reste un exemplaire à la maison. Moi j'en avais fait passer des versions un petit peu photocopiées de ci, de là à des personnes et j'avais vu chaque fois le même résultat. Il y a des familles qui sont au bord de l'explosion, littéralement, crise de nerfs, ainsi de suite. On leur donne ça et ils sont même parfois choqués par l'efficacité. Ils me disent au bout de 3 jours, on sort de l'enfer. Puis en plus, quand tu es en stress massif, en épuisement, tu as le nez dans le guidon, tu vois plus rien, quoi. Et là, moi je me souviens d'un couple qui était passé à la maison, d'amis, et dont j'avais trouvé la mère en état vraiment d'épuisement nerveux, de crise de panique totale. Et en 3 jours, la situation totalement récupérée. Mais le livre n'était plus édité. Voilà, et moi j'ai beaucoup aimé son approche archaïque, c'est-à-dire que c'est pas du dogmatisme, ce sont pas des théories, elle dit que l'enfant, quand il naît, il dépend des adultes, et il dépend des adultes par rapport à des animaux sauvages potentiellement, qui étaient comme ça, par rapport à des intempéries, par rapport à des problèmes de température. Donc l'enfant, si tu le rassures dans son lit, après lui, il va être complètement détendu. On le voit, Zia, elle est en ouverture quand on la couche. Elle a les bras comme ça. Mais même quand on la couche dans le lit, on la couche dans le lit, elle plus. s'endort plus au sein, donc je lui donne la tétée, après elle se couche, mais elle te regarde, tranquille, elle se tourne sur le côté, elle prend sa peluche, c'est impressionnant. C'est ce que je trouve très intéressant, parce que la plupart du temps, on focalise sur le bien-être des parents qui vont réussir à ce que leur enfant fasse des nuits ou ainsi de suite, alors qu'en fait, la priorité, c'est l'enfant, à une époque où son système nerveux est en pleine construction, donc les phases de sommeil, de parasympathicotomie, le moment où il est relaxé, sont absolument essentielles. Donc un enfant qui ne fait pas ses nuits, c'est un enfant qui au niveau nerveux ne se structure pas de manière adéquate. Ah oui, et qui commence à construire une dette de sommeil, ce qui est catastrophique, au-delà de la fatigue des parents. Complètement. Et j'ai lu sa conclusion, et dans sa conclusion, elle essaie d'imaginer une vie de parent
si on se calquait sur un enfant qui réveille 3-4 fois par nuit, qui reçoit de l'alimentation pendant la nuit et tout, dit mais vous tiendriez pas quelques semaines quoi, Il y a ça aussi. Moi, c'était le côté aussi, en même temps que le sommeil, c'est qu'elle avait le ventre en vrac en fait. Oui, parce que parce que son estomac, en fait, il se reposait jamais. Et nous, notre pédiatre nous l'avait dit, elle nous avait dit, mais il faut qu'il y ait des laps de temps, mais minimum de 3 heures, en fait. Mais le fait que le bébé dorme à côté de la maman, il sent l'odeur du lait, ça l'excite, il a envie de manger tout le temps. C'est un peu comme si toi, en permanence, tu avais devant ton nez... Le plat préféré. Un bel ananas. C'est ça. Par exemple, ou une mangue, des cajots de mangue. Des cajots de mangue, là, tu te balades et tu as une mangue là, obligatoirement, on va te dire, il faut faire une pause, il faut faire une pause, et moi j'ai la mangue devant, je la mange, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça correspond même plus à un appétit réel, ça correspond à juste une stimulation par l'alimentation. Complètement. Et alors, elle propose, bon, moi c'est pas du tout ma tendance, mais elle apporte vraiment une structure dans la journée, et... à nous, ça a reposé tout le monde, hein, le fait d'avoir une structure. On a eu des vraies soirées. Voilà. Et puis même pour les enfants qui sont plus grands, hein, d'avoir des heures fixes auxquelles manger, des heures fixes auxquelles on se couche. Et moi, je rajouterais quelque chose, c'est qu'en fait, elle parle de rituel. Et elle parle d'un moment qui s'appelle la rigolade. Donc nous, à la maison, donc il y a le repas à 7h pile, on mange. Après, donc ça dépend du temps repas, 7h30, 8h moins 20, on passe au bain. Et quand elle sort du bain, donc il y a le quart d'heure de rigolade, donc on fait la fête, parce qu'on célèbre le fait qu'on va se coucher, tout ça. Mais quand on la sort du bain maintenant, mais elle est dans un état de joie et d'excitation qui est vachement chouette, quoi. Et donc pendant un quart d'heure, c'est la fête à fond les ballons, et après, hop, tété, et après sommeil. Et ben, elle pleure jamais, quoi. Ça marche aussi avec les grands. Nous, à la maison, on a ce qu'on appelle le petit machin. Le petit machin, c'est 5-10 minutes juste avant le coucher de délire. Déconnade totale. Ah mais total, c'est n'importe quoi. Ça ressemble globalement, l'idée derrière ça, c'est le combat de Polochon, globalement. Oui, avec oui, des peluches et tout, ça vole dans tous les sens, ça rigole dans tous les sens, c'est le petit machin. Donc le petit machin, on met ce qu'on veut dedans, et on pourrait croire que ça excite l'enfant, au contraire, ça lui permet de décharger encore le trop plein d'énergie qu'il a, et de partir au sommeil fabuleusement bien. Et on rigole bien, et c'est à chaque fois différent, et les filles sont contentes, elles montent tout de suite, c'est la rigolade, et ça crée un petit rituel sympa qui lui permet vraiment de se détendre. Et quand je te dis, moi maintenant, à chaque fois c'est moi qui la couche, mais elle ne pleure plus quand on la couche, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Alors, ce livre vous a tellement plu que vous êtes dit, il va falloir le diffuser. Or, il n'y en avait plus qu'un unique. Voilà, en France. En France, mon précieux petit livre. Alors là, c'est les histoires de synchronicité, de choses justes. Je crois qu'il s'est déroulé entre le moment où on l'a lu et où il est sorti. La nouvelle version. Je crois qu'il s'est passé 6 ou 7 semaines. 6 ou 7 semaines. Pas plus. Avec Marina, on a dit c'est juste impressionnant. C'est clair. Parce que c'était aligné. Là, quelque part, j'étais content de vous avoir donné ce livre parce que nous, on appelait ça, mais bon, on n'avait pas les compétences. Et moi, je disais sans cesse, faudrait le rééditer, ce livre. Il est tellement important. On n'arrête pas de le conseiller à des gens, mais on n'en a pas pour les faire passer. On en faisait circuler 1 ou 2 pauvres qu'on avait à la maison. Et là, c'est juste ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Là, c'est un bel investissement qu'on a fait. Ouais, on a mis le paquet parce que. Mais c'était hallucinant parce que Eric, donc je lui dis, faut le rééditer. Bon, il m'a pris au sérieux. Oui. L'après-midi, il revient me voir, il me dit, tu sais quoi, en fait, j'ai écrit à l'écrivain, elle vient de me répondre. Il a envoyé le mail, dans l'heure qui a suivi, Anna a répondu. Anna Valgren, oui. Voilà. Et après, elle nous a mis donc en lien avec la femme qui avait traduit le livre, parce que Anna a un style qui est très particulier. Elle est suédoise, Anna Valgren. Eh oui, voilà. Elle est suédoise et elle est auteure d'un best-seller qui a été tiré 1 million d'exemplaires, qui s'appelle Pour l'amour des enfants. On va en parler en fin de vidéo. Après, Et elle a un style qui est très particulier et elle a confié la traduction à une seule personne. Et pareil, Sarah nous a répondu de suite. Oui, et ça s'est fait, mais tout était prêt. Le contrat a été signé, on n'a même pas négocié à peine. Enfin, moi, je savais, j'ai dit, j'avais envie d'honorer aussi ce travail-là, donc j'ai proposé des conditions chouettes. Et après, moi, je connais un imprimeur ici avec lequel j'ai déjà fonctionné pour le premier livre qu'on a sorti. En plus, ça, je célèbre ça parce que tu as choisi peut-être l'un des rares imprimeurs en France. Tu peux en parler, qui a des normes au niveau écologique et au niveau imprimerie qui sont social, aussi, qui sont juste impressionnantes. Oui, Amogio qui est à côté, donc donc il travaille avec beaucoup plus d'handicapés que la norme. Il y a tout le toit, c'est des panneaux solaires, il y a des jardins bio devant l'imprimerie. C'est bien sûr en 100% recyclé, encre végétale. Ils roulent avec des voitures électriques, ils ont beaucoup moins de déchets que la moyenne. Ils ont toute une approche sociale et environnementale qui,
Donc tout ça, moi, ça m'appelait. Et puis moi, c'était ce désir ardent pas de sauver d'autres familles, mais nous, on allait vraiment à la dérive avec ça, de dire, Ah non, mais voilà. réellement, non. Moi, j'ai vu vraiment des familles qui étaient au bord de l'explosion parce que les deux parents n'arrivaient plus à communiquer parce que totalement épuisés. Et oui, c'est tabou. Et oui, chacun le vit comme ça. Et puis en plus, on a l'impression d'avoir mal fait. On a l'impression que le modèle idéal qu'on nous proposait ne marche pas. Et puis on est complètement désemparé. Et effectivement, il y a soit la bonne vieille méthode, mais dont on ne veut plus parce qu'on trouve ça extrêmement violent pour l'enfant. Et c'est violent pour l'enfant. C'est violent pour l'enfant. Et on a l'impression que il y avait la bonne vieille méthode, il y a cette méthode-là, mais qui ne marche pas et qui conduit à l'épuisement. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Complètement. Après, voilà, moi, je mets juste un bémol. C'est-à-dire que si le cododo, le bébé dort super bien, se réveille reposé le matin, que la maman est reposée et que ça convient au papa, mais qui continue. Pour l'instant, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Voilà, je l'ai jamais vu. Ouais. Parce que, mais si ça arrivait, bien sûr. Voilà. L'important, c'est de respecter le sommeil de l'enfant en premier, et deuxièmement, le sommeil des parents. Et en troisième, l'intimité des parents. Mais c'est eux qui mettent leur ordre de priorité. Exactement. Si il y a des parents qui disent, bon, nous, l'intimité, pendant 2 ans, on préfère privilégier le cododo, aucun problème. Ça ne s'adresse pas à des bien portants. Ça s'adresse à des personnes qui sont en difficulté. C'est ça. Il ne s'agit pas d'imposer une méthode comme une espèce de dogme. Il s'agit de proposer une solution à des personnes qui sont au bout du rouleau. Et ça marche. Ah, ça marche, mais moi j'ai. Non, mais 100% des personnes à qui l'on proposé nous ont dit, c'est juste, ça nous a sorti de l'enfer. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je suis vraiment carré avec ça et je suis à l'aise pour le dire. 100% des personnes à qui on l'a proposé, sans mentir, au moins une bonne dizaine de couples à qui on l'a proposé, c'est 100% de réussite. Elle a accompagné 800 familles, Anna, elle a eu 9 enfants, et en fait, il y a un chiffre qui est tabou, c'est que il y a 40% de séparation dans la première année de l'enfant. Du bébé. 40% des divorces. Mais ce que tu disais était assez vrai, c'est-à-dire, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, bon, dans la mesure où le bébé dort bien, la maman dort bien, et que ça convient au papa. Oui. Et ça, de la position de papa, enfin moi qui m'importe énormément, c'est vrai, arriver aussi, c'est déjà spécial d'accueillir un nouvel enfant, surtout avec la relation complètement fusionnelle qu'il y a avec la maman, qui est normale. Donc pour l'homme, pour se situer là-dedans, ça demande un travail. Mais si en plus, effectivement, il se sent évincé du lit, évincé de la relation conjugale, ça peut être très très difficile. Oui, puis ça paraît, enfin, c'est un beau geste, par exemple, quand il y a une naissance, que le papa il coupe le cordon, ça a quelque chose de symbolique fort. Mais moi, j'ai trouvé ça symboliquement fort que Eric coupe quelque part le cordon de la nuit entre moi et Zia, en fait. En rétablissant et c'est, moi, je le vis comme ça, mais il y a vraiment un lien de confiance entre Zia et son père. Quand elle chouine, quand elle est fatiguée, oui, elle sait qu'il est garant de sa sécurité. C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. C'est le positionnement de l'homme. Voilà. C'est le positionnement de l'homme. Je vais pas raconter l'histoire, mais elle fait une allégorie de quelqu'un qui fait un safari et qui dort dans une tente alors qu'il y a des lions qui tournent autour. Et il y a quelqu'un qui monte la garde. Et ce qu'elle explique, c'est que en fait, on arrive à dormir en paix dans la tente parce qu'on sait que quelqu'un monte la garde devant. On s'attend pas à ce que le gardien vienne nous faire des câlins, vienne nous proposer une tisane ou nous rassurer en nous racontant une histoire. C'est ça. On s'attend à ce que, en fait, le bébé, il attend inconsciemment que l'adulte soit garant de sa sécurité. Et si on rentre dans la chambre pour aller lui dire mais non, ou lui raconter une histoire, ou lui donner le sein là qui était symbolisé par lui faire une tisane ou quoi, c'est pas ça qui va rassurer l'enfant. Et nous, enfin, c'est juste. Enfin, moi j'ai 4 enfants et c'est le premier enfant comme ça, à cet âge-là, qui fait ses nuits, des nuits de 12 heures, quoi. Plus de 2 siestes d'une heure et demie. Et qui surtout se réveille le matin super reposé, bien, qui a un bon appétit, qui a un rythme. Donc, ce livre est enfin réédité. Voilà, depuis. Et on approche de Noël là, puis avec Terra Incognita, j'ai beaucoup parlé du système nerveux parasympathique, des enfants comme des parents. C'est un superbe cadeau que vous nous faites là. Et vraiment, je salue le geste, c'est un superbe cadeau. Et j'avais vraiment envie délibérément de faire de la publicité pour ce livre. J'assume totalement, c'est juste de la pure pub pour ce livre, parce que je crois qu'il est excellent, que je suis content qu'il soit réédité et que je pense qu'il peut vraiment changer la vie radicalement de toutes les familles qui ont des enfants en bas âge, qui ne s'en sortent plus avec le sommeil des enfants. Et d'ailleurs, ça permet, moi, de mémoire, de rattraper aussi le sommeil pour des enfants qui sont plus âgés. Tout à fait. 1 an et demi, même voire 2 ans. Oui, même jusqu'à 6 ans, il y a beaucoup de témoignages. Ça permet. Alors, c'est vrai que plus l'enfant est âgé, plus parfois c'est compliqué de remettre en place, mais là il y a vraiment un plan B, là où on avait l'impression qu'il n'y a pas de plan B, il y a vraiment un plan B. Donc je trouve que c'est quelque chose de fabuleux pour toute la question du sommeil des enfants, qui conditionne aussi le sommeil de toute la famille et donc l'état de toute la famille. Tout à fait. Parce que je pense que tu en parleras comme tu dis là pendant Terra Incognita. Moi j'ai fait une formation de doula et j'ai choisi de faire mon mémoire sur le sommeil.
Et donc j'ai fait pas mal de recherches, mais j'étais effrayée de voir qu'un manque de sommeil pouvait perturber la courbe de croissance, enfin stopper la croissance d'un enfant. Complètement. L'hormone de croissance est produite pendant le sommeil. Ah ouais, non, si le sommeil impressionnant. est entrecoupé, il n'y a plus de... N'importe quel bodybuilder te dira qu'il prend du muscle en dormant. Ah oui. Donc, si tu coupes le sommeil, c'est toute la courbe de croissance. Alors, avec l'hormone de croissance, c'est le développement musculaire, le développement tissulaire, c'est tout qui est coupé. La courbe de croissance n'étant qu'un symptôme parmi tant d'autres. Donc, c'est merveilleux que vous ayez réédité ça. Et je vous salue pour votre courage, pour vous engager sur un sujet qui n'est pas obligatoirement facile, qui est assez tabou, qui est assez on s'en est rendu compte. d'avoir fait l'effort aussi d'avoir une édition d'une telle qualité, c'est du bel ouvrage. Et je suis content de le soutenir. Dans le livre, en fait, vous allez retrouver, je ne sais plus si c'est au début, il y a 3 adresses internet que tu as mis. Ouais, c'est à la fin. Parce qu'on veut qu'il y ait du support aussi, donc sur ton forum Régénère. Voilà, il y a ressources en ligne en fait, il y a ça. Les parents puissent... que les gens puissent témoigner, ou s'ils ont des difficultés, voilà. Il y a quelque chose sur le forum EcoBio, qui est le site que tu avais créé. Voilà, et sur ton forum sur Régénère aussi. Donc il y a que les parents puissent parler. Échanger entre eux, échanger au niveau des méthodes. Voilà, le groupe Facebook est déjà très actif, il y a déjà, je crois, une 50aine de familles qui sont dessus. Et donc, pour pas que les gens soient lâchés après avec le bouquin et s'ils ont envie de partager ou de témoigner, quoi. D'accord. Et on peut parler peut-être de ça ou tu veux Mais bien sûr qu'on peut en parler. Alors, on a, du coup, nous on était super emballés par l'approche éducative de cet auteur. Oui. Voilà, ce livre a été traduit, je sais plus, en 9 langues. En fait, elle est auteure d'un Voilà. Il va mettre utile. Voilà. En tout cas, elle est auteure d'un best-seller là, qui s'appelle Pour l'amour des enfants, qui n'a pas été qui est traduit là en 10 langues. Celui-là est la dernière traduction en cours. Il y a 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Pour un livre, c'est costaud. C'est assez Il a fallu 12 ans pour réaliser la traduction du suédois en anglais, parce qu'en fait, elle est très... Donc déjà, quand on le lit en anglais, c'est vraiment... Moi, j'ai repris des cours d'anglais pour le traduire. Hein. Oui, donc c'était vraiment... En fait, ça étudie le développement de... les soins apportés aux enfants en fonction de connaissances tangibles sur le fonctionnement et sur le développement de l'enfant entre 0 et 16 ans. C'est ça. Et alors, mais non, mais même plus que ça, hein, parce qu'elle parle de la grossesse aussi. Elle parle de la grossesse. Et en fait, c'est très onirique, c'est très beau comment c'est écrit. Il y a vraiment beaucoup de sens dans ce qu'elle dit. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé. Et donc, en fait, il n'existe qu'en anglais. L'approche. Voilà, nous, on a vraiment envie de le traduire en français. Donc, il faut le traduire collectivement. C'est ça. Donc parce que c'est un boulot qui est considérable. Voilà. Ils ont mis 12 ans et donc là, nous, on n'a pas les épaules assez larges pour... Donc on a commencé à voir si c'était possible ou pas. Donc moi, j'ai commencé à demander à des amis si ça les intéressait et de voir comment c'était possible. Donc on a le format PDF et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des gens qui disent « Ah ben oui, moi j'aimerais bien, même si c'est que 3 pages. » Dire voilà, moi j'aimerais bien par exemple... On va mettre une adresse internet en bas, voilà. En bas de cette vidéo, auquel les gens peuvent écrire pour dire, moi, je veux participer à ça. C'est ça. Et nous, à ce moment-là, j'enverrai donc le sommaire. Ils choisissent une partie. Alors, moi, je préfère personnellement que ce soit pas beaucoup de pages, mais qu'ils soient sûrs de les faire, plutôt que de dire, ben voilà, je me sens de traduire tout le bouquin et que ça se fasse jamais, en fait. On peut le donner par segment de 3 pages. Et exactement. On va terminer 3 pages, on lui renvoie et un renvoi. Voilà. Et donc, on fera ça, donc on le découpera. Et ensuite, donc, il y a Sarah Busneau qui connaît très bien le style d'Anna Val. Qui va reprendre les traductions. Exactement, et qui va faire le fil conducteur. Elle est super partante pour ce projet. Anna, évidemment, elle est ravie, vraiment ravie. Et donc c'est quand même un livre qui est assez dense, hein, parce que voilà, c'est écrit en petit et puis voilà, c'est et pour l'édition française, enfin pour la traduction française, ce qu'on aimerait, c'est que toutes les personnes qui ont participé à la traduction bénévolement, qui est une trace de leur travail en même temps que la traduction, en envoyant une illustration ou une photo ou quelque chose qui pour eux représente l'amour pour les enfants. Et on inclura ces illustrations partout dans le livre. D'accord, voilà. Pour aérer aussi le style. Pour aérer le style et puis pour dire que voilà, c'est vraiment quelque chose de collectif. C'est un formidable projet, je mets l'adresse pour vous contacter pour lancer ça. En plus, toi, tu as mis la barre très haut, tu as dit il faut que ça soit terminé pour janvier, histoire que ça soit imprimé pour la fête des mères. Non, moi, ce que j'aimerais que fin janvier, ce soit 3. Voilà. Et j'adorerais que ce livre, il sorte pour la fête des mères, mais après, ou la fête des pères. 2019. Voilà, c'est ça, j'ai pas dit l'année. Donc voilà, donc ça laisse un petit peu de temps, c'est ça en fait. En tout cas, merci d'avoir fait cette première réédition, parce que je vais mettre le lien aussi pour pouvoir acheter le livre en fin de vidéo. Merci pour le projet de traduire celui-là, c'est vraiment important, parce qu'effectivement, moi j'ai conscience depuis longtemps qu'on a souvent le choix entre un modèle
ancien, coercitif, qui ne marche pas, qui est inefficace, qui ne marche pas et qui repose sur la violence, donc qui est relativement inacceptable. Et parfois des modèles qui ont un petit côté un petit peu utopique et surtout qui ont fait voler, à la fois qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain d'une certaine manière, hein, qui sous prétexte d'ultra-violence d'un modèle ont rejeté toute forme de cadre. Or, je suis persuadé que les enfants ont besoin d'un cadre, mais un cadre bienveillant et non pas un cadre coercitif. C'est ça le problème. Mais oui, les enfants ont besoin d'un cadre. Et là-dedans, on propose quelque chose de très cadré, de très sérieux, et en même temps de totalement respectueux des rythmes de l'enfant. Et son bouquin là, pour l'amour des enfants, elle a toute son approche des pays nordiques qui est quand même avant-gardiste sur tout ce qui est des questions sociales. Et je pense, éducative aussi. Éducative, où l'école fonctionne différemment dans ces pays-là. Moi j'ai des origines néerlandaises, déjà rien qu'aux Pays-Bas. Et je trouve qu'elle amène toute cette sagesse et son expérience, cette culture qui est pour moi avant-gardiste en fait. Ce qu'elle décrit dedans, d'une part ça s'appuie sur des choses qui sont vraiment archaïques et je sais pas, ça m'a touché. Je te dis, moi ça me faisait comme quand j'ai pris conscience que en fait quand on boit du lait, c'est du lait d'un autre mammifère. C'était pareil au niveau éducatif. T'as pris conscience alimentaire, là c'était la même chose. Ouais, c'était au niveau éducatif. Je me dis mais oui, mais elle a raison. Ouais, c'est l'histoire de la sécurité. Oui, c'est quand t'enlèves l'enfant de son lit, forcément il a l'impression que c'est pas. Qui est pas en sécurité. Voilà, il y a plein de. Quand un bébé pleure et que tu l'enlèves de son lit pour le prendre avec toi, tu lui dis t'es en danger. Voilà, exactement. Donc, et là, comment dire, elle a tout le spectre, enfin tout l'éventail entre 0 et 16 ans et c'est découpé par mois. Donc moi j'ai lu les mois qui concernent Zia en ce moment et ça m'a aidé à faire plein de trucs dans la maison, à l'associer à plein de petites tâches qu'on fait parce que elle ressent aussi pour elle socialement ça la met dans une place dans la famille. Enfin, il y a plein de trucs qui sont super chouettes dans cette approche-là. Je te dis, hein, j'ai 4 enfants et première fois que je dis quelque chose comme ça. Et dans ce livre-là, en plus, il y a, alors ça, c'est une cure. Donc, il y a vraiment une méthode. Alors que dans le livre, ce livre-là, ce qui est beau, c'est que c'est en fait, il y a aussi un questionnement et c'est pas, il faut que vous fassiez comme ci, comme ça. C'est voilà, l'enfant, il va passer par ce stade-là. Oui, moi, j'ai sur les principes, c'est et non pas sur les recettes. Et et vraiment qu'on se réapproprie et qu'on s'approprie ce qu'elle propose et de dire, ah ben oui, c'est vrai. Et là, regarder l'enfant différemment et dire, tiens, je vais lui proposer ça. C'est vraiment très beau. Hein. Dans celui-là, elle propose une recette, mais basée sur des principes qu'elle explicite aussi. C'est ça. C'est pas, je vous sors une recette et puis vous êtes complètement dépendant. Non, pas du tout. Je vous donne les principes et je vous propose une recette, donc une cure. Hein, mais que vous êtes libre d'adapter de toute façon parce que vous aurez compris les principes. Et la lecture du la lecture du ça. livre, elle permet, enfin moi elle m'a permis, parce que des gens me demandent est-ce que tu peux m'expliquer la méthode en 3 lignes. Je dis c'est pas possible parce qu'en fait la lecture du livre, il y a beaucoup de témoignages et moi quand j'ai fini de lire le livre, j'étais convaincu du truc. Ouais. Il y a beaucoup, ça passe beaucoup sur les témoignages et puis les petites questions. Il faut être convaincu. J'ai quelqu'un qui m'a dit je mettrai peut-être la méthode en place dans 1 mois et demi. Je dis mais non, si t'es pas convaincu, il faut soit le truc t'es au bout du rouleau et t'en as vraiment besoin. Ou alors si t'es pas convaincu ça passera pas et donc voilà moi j'ai tout lu, beaucoup de témoignages et je suis ressorti de la lecture convaincu donc je dis on y va quoi voilà. Et puis ce qu'il y a aussi c'est que moi je trouve ça dommage d'être obligé d'arrêter d'allaiter parce que t'es épuisé. Moi nous en fait ça a été le déclencheur, c'est-à-dire qu'à un moment donné moi j'ai dit à Eric c'est soit on trouve une solution soit j'arrête le sein parce que j'en pouvais plus quoi. C'était un point où déjà je sentais que j'avais beaucoup moins de lait et ça je trouve ça vraiment dommage que des femmes fassent le choix. Enfin, c'est même pas un choix, n'est pas le choix justement, soit contrainte, c'est vraiment ça, d'arrêter l'allaitement parce qu'elles en peuvent plus quoi. Alors ça, ça peut permettre un allaitement long, reposé. Parce que plus la maman est épuisée, moins elle a de lait, donc plus le bébé tète et puis elle tète, plus t'es fatigué. Enfin, c'est vraiment le cercle est bouclé quoi. Au dodo les enfants. Exactement, on y va. Les petits et les un peu plus lourds. Ouais, les grands aussi. Merci sincèrement d'avoir fait cette traduction de livre. On met le lien pour acheter le livre. Je vous remercie vraiment et j'espère que celui-là, il va pouvoir aussi. Si c'est juste, ça va tracer. Voilà, pareil. c'est pareil. Je pense que c'est juste. On a même envie. Voilà. Merci. Merci.